Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les transformations chimiques dans laquelle je vais parler de l'aspect énergétique de ces transformations. Avant de voir donc les aspects énergétiques d'une transformation chimique, je vais définir ce qu'est l'énergie de liaison. Donc pour introduire cette notion, je vais donc considérer un axe d'énergie et je vais m'intéresser à la liaison entre deux atomes, ici entre deux atomes d'hydrogène, donc pour la molécule H2. Donc mes deux atomes d'hydrogène, si ils sont pris de manière séparée, vont avoir une énergie qui se trouve ici. Donc j'ai mes deux atomes d'hydrogène avec un électron, qui est l'électron célibataire. Et donc ils ont chacun une certaine énergie. Et si je fais la somme des énergies de ces atomes, j'ai une énergie que j'appelle E2H. Si maintenant ces deux hydrogènes s'associent à l'aide de leur électron célibataire pour former une molécule H2, l'énergie de l'ensemble sera ici EH2 et qui est une énergie beaucoup plus basse. En fait, la formation de liaison va permettre donc de stabiliser certains éléments en les associant. Si maintenant je souhaite faire l'opération inverse, c'est-à-dire si je veux passer de ma molécule aux atomes séparés, il va falloir que je fournisse de l'énergie à l'ensemble pour le faire passer plus haut. Cette énergie à fournir ici est ce que l'on appelle l'énergie de liaison HH, qui est donc une valeur positive, étant donné que donc je vois qu'il faut que j'ajoute de l'énergie pour monter sur mon axe. Et donc, comme c'est quelque chose de positif, il s'agit donc d'une réaction endothermique. Et donc, il va donc falloir toujours fournir de l'énergie à un système ou à une molécule pour pouvoir donc casser une liaison. On peut donc dire ici que l'énergie d'une liaison sera l'énergie qu'il faut fournir à une entité pour pouvoir rompre la liaison. Je vais maintenant illustrer donc la notion d'énergie d'une transformation chimique en réutilisant donc cette notion d'énergie de liaison. Donc je vais considérer une transformation chimique modélisée par la réaction d'équation A2 plus 3B2 qui donne 2AB3. Et donc, je vais placer là encore un axe énergétique orienté vers le haut. Et donc, je vais tout d'abord placer l'énergie de mes réactifs. Donc, mes réactifs qui sont constitués de l'espèce A2 et de trois espèces B2 vont avoir une énergie qui se trouve ici, que j'appelle le R pour l'énergie des réactifs. Et donc, je vais imaginer que pour passer de mes réactifs à mes produits, je vais d'abord commencer par dissocier tous les atomes présents dans ces molécules. Il va donc falloir casser la liaison entre les deux atomes A et casser la liaison entre les deux atomes B et le faire 3 fois. Donc je vais me retrouver avec des atomes, donc 2 atomes A avec un électron célibataire et 6 atomes B avec un électron célibataire. Le fait d'avoir donc dû casser ces liaisons, j'ai dû fournir de l'énergie à mes réactifs pour casser ces liaisons et je me retrouve donc avec une énergie E étoile ici qui est supérieure à ER. Ces atomes, une fois isolés, dissociés, vont maintenant se recombiner pour former donc le produit A2AB3 et en former donc 2 espèces. Et donc le fait de recombiner les atomes ici va me faire diminuer l'énergie en 3 cas possibles. Soit l'énergie se trouve ici, c'est-à-dire en dessous de ER, et ce que j'appelle EP1, donc l'énergie des produits dans le cas 1. Donc si je suis en dessous de ER, ça veut dire qu'au global, en fait, je suis passé de ER à EP1, et donc il y a eu ici une évolution de l'énergie qui est Q1, qui est orientée vers le bas, donc qui est négative. Ça veut donc dire qu'ici, j'ai eu une réaction qui est exothermique. Il y a eu de l'énergie qui a été donc fournie au système extérieur, enfin au milieu extérieur. Deuxième cas maintenant, si mes produits formés se trouvent ici, donc dans ce cas je me retrouve au même niveau que ER, donc EP2 égale ER, donc j'ai Q2 qui est ici, qui est égal à 0. Dans ce cas, on parle donc de transformation athermique. Il n'y a ni échange vers l'extérieur, enfin il n'y a pas eu d'échange vers l'extérieur, ni récupération d'énergie ou envoi d'énergie vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle une réaction athermique. Et enfin, dernier cas, si les produits ont une énergie qui est supérieure à ER, dans ce cas,
Le Q3 va se trouver ici et sera positif. Et dans ce cas, il s'agit d'une réaction endothermique, c'est-à-dire que la réaction ne se fera que si on fournit de l'énergie au système ici constitué des réactifs. Donc voilà les trois types de transformations possibles dans le cas d'une transformation chimique, et donc suivant le diagramme énergétique. Donc d'un point de vue énergétique, lors d'une transformation chimique, donc on peut avoir donc une transformation qui est exothermique, donc Q sera inférieur à 0. Cela voudra dire donc qu'il y a un transfert thermique vers l'extérieur, donc que le milieu extérieur chauffe. La transformation peut être athermique, Q égale 0, cela signifie qu'il n'y a aucun transfert thermique avec l'extérieur. Ou alors, donc, le cas d'une transformation endothermique, Q supérieur à 0, dans ce cas, le transfert thermique s'effectue vers le système, c'est donc de l'énergie absorbée de l'extérieur. Je vais illustrer ces notions donc avec des exemples. Je commence donc avec la dissolution de l'acide sulfurique liquide dans l'eau. Donc si on dissout donc de l'acide sulfurique concentré dans de l'eau, on voit que donc la température augmente très rapidement et donc il y a une réaction très exothermique. Deuxième exemple, donc avec la réaction entre l'iodure de potassium et le nitrate de plomb. Quand on verse donc de l'iodure de potassium dans du nitrate de plomb, on observe en fait l'apparition d'un précipité d'iodure de plomb et on voit que le thermomètre a une température qui reste constante. Il s'agit donc ici d'une réaction athermique. Dernier exemple ici avec donc la dissolution du chlorure d'ammonium et du nitrate de potassium dans l'eau. Donc lorsque l'on verse un mélange donc de chlorure d'ammonium et de nitrate de potassium solide dans de l'eau, on voit donc ici à l'aide d'un thermomètre que la température chute rapidement et descend dans des valeurs négatives, donc ce qui illustre ici une transformation endothermique.